la Guinée qui décide de quitter l'OMVS, une institution sous-régionale. Alors les dessous, et pourquoi c'est maintenant? Est-ce que la junte se sent à l'aise avec ces institutions de la sous-région? Alors effectivement, dans un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale, eh bien, le gouvernement guinéen s'est prononcé sur sa suspension eh bien, de l'OMVS. Donc elle suspend. La Guinée suspend ses activités au sein de l'organisation sous-régionale. Alors, je voudrais quand même revenir un peu... Il y a des points quand même qui l'ont cité, hein? Oui, il y a 2 points fondamentalement. Oui, oui. Le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukutamba, dans la préfecture de Tougué, ça c'est dans la région et la sous-représentativité eh bien, de l'État guinéen au sein des instances de l'institution. Je veux rappeler quand même que lorsque on créait cette organisation, en 1972, le 11 mars notamment, eh bien, elle s'est fixée pour objectif, premièrement, le développement de l'agriculture irriguée, la production d'énergie et la navigation sur le fleuve du Sénégal et la sécurité alimentaire, entre autres les grands objectifs qui s'est assigné l'organisation. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse au deuxième objectif qui est la production de l'énergie. Alors, depuis la création de l'organisation, il y a des barrages qui ont été construits, notamment le barrage de Manantani, si je prononce bien, et Diani. Alors, le 26 février 2019, il y a ce projet quand même de construction, d'aménagement du barrage de Koukutamba qui a été signé le 26 février 2019. Donc l'OMS avec l'OMVS, j'allais dire, avec l'entreprise chinoise dénommée Sino Hydro, ont signé un contrat commercial d'aménagement du barrage hydroélectrique de Koukutamba. Alors, le coût de ce projet s'élève à 812 millions de dollars. Et la puissance du barrage serait de 295 mégawatts. Alors, et le lieu de la construction, c'est bien sûr le Bafing, qui est le principal affluent du fleuve Sénégal, qui coule dans la préfecture de Tougué. Et ce chantier nécessite, s'il est construit, il va nécessiter l'ouverture d'une route d'accès bitumée de 150 km et 7 mètres de large, reliant le centre-ville de l'Abbé. Alors, aussi, la construction de ce barrage permettra éventuellement la construction de 2 lignes de transport haute tension de 225 kV d'une longueur cumulée de 600 km. Donc, entre autres, on comprend que il y a derrière ce projet, il y a d'autres projets annexes qui allaient se connecter à d'autres projets de développement qui allaient se connecter. Et la durée des travaux, nous sommes en 2019, la durée des travaux était fixée de 4 ans. De 4 ans. Donc, normalement, ça serait fini. Ça serait fini normalement. Alors, je veux rappeler un peu, lorsque la Guinée a signé son retour, parce qu'il faut rappeler qu'en 1971, la Guinée s'était retirée de l'organisation pour faire son retour en 2005. Lorsque la Guinée a signé son retour dans l'organisation en 2005, il y a M. Malan Diatta, qui est un expert au secrétariat de la commission permanente des eaux de l'OMVS, qui disait, je cite, « Cette adhésion de la Guinée est une décision souveraine des États, mais nous pouvons dire qu'elle assure une certaine stabilité dans la région, car la Guinée aurait pu se lever un beau jour et construire son barrage. » Donc, le retour de la Guinée dans l'organisation était d'autant plus salué. Mais, fort malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement guinéen, le gouvernement de la transition s'est rendu compte que, eh bien, la Guinée, aujourd'hui, le barrage de Koukutamba, ça n'évolue pas. D'autant plus que le contrat a été signé, mais les lignes ne bougent pas. Donc elle estime, le gouvernement, la Guinée estime aujourd'hui qu'elle est laissée pour compte dans l'organisation, d'autant plus qu'elle estime que la Guinée a un poids considérable dans cette organisation. Je rappelais que le fleuve Sénégal tire sa source où? Dans le Fouta. Donc la Guinée, au regard de ce qu'elle reprend dans l'institution, a décidé aujourd'hui de se retirer. Et elle évoque également comme deuxième argument la sous-représentativité de la Guinée dans les instances de décision
de l'organisation. Hier, mardi, donc, c'est tenu la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sous la présidence du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouine, du président de la Mauritanie. Et à l'issue de cette session, on s'est rendu compte que les lignes n'ont pas bougé. Mais derrière cette décision souveraine de la Guinée, on se pose plusieurs questions. Oui. Premièrement, nous savons que il y a quand même un fait qui était reproché à la Guinée depuis un bon moment, c'est son absence dans les institutions, notamment parce que quand il ne s'agit pas d'appartenir à une organisation, il y a des contributions, il y a des obligations dont sont assignées les États. Est-ce que, souviens, parenthèse, à la prise du pouvoir, il y a, je crois, la junte qui avait décidé de payer les cotisations, peut-être les arriérés des cotisations de la naturellement, donc ce travail avait commencé à être fait, mais est-ce que ça a été réglé effectivement au niveau de l'UMVS? Mais si ça l'a été, je pense que la décision du gouvernement elle est plus ou moins compréhensible, hein, parce que tu n'es pas dans une organisation, tu t'acquittes tes obligations et qu'en retour tes droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés. Donc ce projet, voilà, les lignes n'ont pas bougé et aujourd'hui malheureusement la Guinée se retire. Quelque part, Tamba, est-ce qu'on on rejoint pas, bon, je dis pas mais est-ce que ce monsieur qui a ce spécialiste des eaux qui a demandé, la Guinée pouvait s'élever un beau jour pour construire son barrage. Alpha Condé l'a fait. Quand Alpha Condé était au pouvoir, avec soit Piti, Kalita et les autres, c'était quand même des institutions, c'était le Mali, c'était encore les mêmes pays qui devaient se donner la main pour construire. Mais il a vu le retard, il s'est dit, moi, je le ferai. Plus de 2 milliards de dollars. C'est intervenu dans un cadre aussi. Non, justement, il a fait, et il a continué, il a réalisé ce projet. Mais est-ce que la Guinée aujourd'hui ne peut pas se doter de ce barrage au lieu d'attendre toujours l'apport de ces pays? Bon, déjà, moi, il y a quelques lignes dans le communiqué déjà. Moi, j'aimerais dire, première des choses, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Je pense que quand on veut aspirer à des instances de décision, quand on veut vraiment participer à une prise de décision, c'est à travers nos contributions, notre capacité vraiment à assumer un certain rôle. Je pense que dans toute organisation et même dans une équipe, même dans ce studio, parfois avant des émissions, on sait qui est apte pour certaines questions, qui est plus à l'aise avec certaines choses. On sait quand même les capacités dont chacun est doté dans ce domaine pour pouvoir se prévaloir de quoi que ce soit. Donc, non, je ne veux pas dire qu'on est bas. Je veux dire quelque part, est-ce que c'est pas notre légèreté dans nos instances de décision? Peut-être c'est ceux qui sont en train de corriger interne, notre légèreté interne quelque part qui nous a amené dans certaines... Parce qu'il y a des pays qui se positionnent aujourd'hui. Il y a même certaines organisations où on fait la cour à certains pays pour occuper la tête, pour faire certaines choses. La cour à la Justement, Guinée, on fait la cour à certains pays. Pourquoi on fait la cour à ces pays? C'est parce que non seulement au-delà du potentiel, on voit en ces pays le leadership nécessaire pour pouvoir accompagner. Même quand on parle du président Tinubu à la tête de la CEDEAO, on sait tous ce que le Nigeria représente aujourd'hui. Il y a des pays dont le charisme, la carrure et la représentativité donnent envie qu'on les mette en place sur des instances de décision, qu'on les mette au premier rang, parce que quelque part on se dit que ces pays ont quelque chose à prouver, ils ont du potentiel et ils ont des choses à faire. Donc il parlait tout à l'heure... Surtout que la Guinée a été initiateur de beaucoup de ces projets. Donc il y a sous l'ère de Sékou Touré, on a vu la puissance quand même, on a vu quand même l'intérêt de la Guinée. Donc il y a les réunions quand même, les importantes réunions qui aboutissent à la mise en place. Oui, mais à l'époque d'ailleurs, en 1968 d'ailleurs, en parlant en 1968, il y a par exemple l'Organisation des États riverains du Sénégal, qui a été créé à l'abbé. Voilà, c'est justement ce que je rappelais, c'est que quelque part notre rôle, peut-être dans notre rôle, on s'est effrité, les décideurs notamment, les figures qui nous représentaient dans cette organisation se sont effrités, n'étaient plus efficaces, d'où l'intérêt n'était pas là de nous remettre sur la scène. Il a parlé d'un premier retrait, moi heureusement c'est une suspension, on n'a pas dit que c'est fini, c'est juste une suspension, c'est des positions qui peuvent être reconsidérées. Certainement les autorités guinéennes se disent aujourd'hui qu'ils ont des choses à faire prévaloir, ils ont certaines choses à démontrer, j'ose croire que c'est le cas. Mais après tout, cette synergie d'action, elle est importante pour les peuples. C'est important quand on parle d'inclusion, quand on parle aujourd'hui de solidarité entre les peuples. Aujourd'hui, quand vous prenez des pays comme l'Europe, il y a plusieurs pays qui se transmettent le gaz aujourd'hui, qui se transmettent l'électricité, parce qu'ils ont compris qu'en synergie d'action, même ces nations aujourd'hui qui ont la capacité de lever de gros capitaux, parviennent quand même à collaborer ensemble. On sait tous qu'à un moment donné, l'Europe était alimentée par le gaz russe, même si maintenant ils n'ont plus les mêmes bons rapports. C'est que quelque part, il y a cette synergie d'action qui
qui aide les États non seulement à amortir les coûts de réalisation de certaines infrastructures, mais surtout à aujourd'hui développer leur organisation en interne. Et quand tu reviens sur ce cas du barrage, oui, par orgueil, on peut bien vouloir en tant que bon Guinéen, en tant que Guinéen fier, comme on a dit non à l'impérialisme, tout ça. Oui. Au préambule quand même de la note circulaire, c'est ce qui est C'est toujours ça. On s'est tapé la poitrine par notre ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je souhaiterais qu'on traite le sujet avec beaucoup plus de prudence parce qu'on ne sait pas encore les raisons fondamentales. Est-ce que la Guinée est à jour? C'est ce que je t'ai dit. Non, mais on sent un peu d'arrogance d'abord dans la lettre de suspension. C'est ce que je disais. Quand tu vois le début, les préambules de la lettre, avec tous ces consignes. Moi, je pense que c'est un communiqué qui met en exergue la souveraineté de l'État guinéen. Non, mais je suis d'accord, mais il n'y a pas d'orgueil. Non, attention, c'est le cas, il n'y a pas d'orgueil. Non, sauf qu'en matière tout à l'heure, Tamba l'a dit tout à l'heure. Pourquoi la Guinée n'est pas trop représentée dans ces instances de décision? Pourquoi? Mais il faut chercher d'abord à comprendre. Il ne faut pas se bomber la torse pour se dire nous sommes. Et lui-même tout à l'heure, il vient de dire tout à l'heure. Il vient de dire tout à l'heure que nous sommes indépendants, mais jusqu'à présent on tend la main. On n'a pas besoin quand même. Il vient de dire tout à l'heure que est-ce qu'on est à jour dans nos cotisations, tout ça. Moi, les raisons en interne, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je suis juste en train de faire une analyse, un décryptage total de la chose. C'est pour ça que je disais que ces raisons-là, moi je pense quelque part, c'est peut-être nos responsables qui n'ont pas su se mettre en lumière. S'ils estiment qu'il faut faire un retrait et qu'on a quelque chose à faire prévaloir, moi je dis ce n'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, quand tu parles du barrage, oui, est-ce qu'on ne peut pas se lever? Oui, on peut bien le faire parce que cet orgueil, on l'a en nous chaque fois qu'on nous prive de quelque chose. Il faut dire aussi, la Guinée ne peut pas faire ça. Moi je me rappelle quand. La Guinée ne peut plus faire ça. Attends, quand mon papa m'a privé un jour, un soir, m'a grondé, tout de suite j'ai enlevé mes habits, je les ai jetés, je dis je n'ai pas besoin de toi papa, je suis passé devant la cour, 2 heures après j'ai réfléchi, je disais bon je reviens à la maison. Non, tu as eu faim. Mais c'est ça, je suis revenu à la maison. C'est bien beau ça, cet orgueil. C'est bien beau d'être fier, mais à un moment donné qu'on arrête ça, les égos qu'on mette de côté, il est bien de taper sur la table, en tant qu'État, c'est vrai qu'il faut reconnaître nos souverainetés, on a tout le potentiel qu'il faut, que ce soit hydroélectrique, que ce soit potentiel scandale minier ou géologique ou quoi que ce soit, mais le potentiel ne sert à rien si vous n'avez pas la capacité de le transformer. Vous aurez à avoir du potentiel si vous n'avez pas quelqu'un. Vous n'avez pas quelqu'un avec qui faire marche aujourd'hui, qui faire bloc. Ça ne peut pas marcher. Ce barrage, on peut le construire, mais vous avez vous-même vu le coût que ça va coûter à l'État guinéen. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité nécessaire pour mobiliser ces montants? Sur combien de temps? C'est bien beau de retaper sur la table, mais encore une fois, l'État guinéen, qu'on baisse d'un cran, qu'on rapprenne tous nos homologues et qu'on reconsidère nos positions. D'accord, Tamba. On va reconsidérer nos positions cette fois-ci avec cette suspension. Gianni. Oui, moi, je prends la question sous 3 angles. Et le premier. Le retrait, il faut parler j'ai entendu Odilon parler du nationalisme, de l'exercice de la souveraineté. Et sauf qu'il faut comprendre que l'exercice de la souveraineté d'un État sur l'échiquier international est limité. Il y a ces aspects où il faut obligatoirement se conformer au droit international. En espèce, et l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, il y a plusieurs conventions qui résistent l'organisation. Donc l'État ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire que oui, attention, je vais me retirer parce qu'il y a une sous-représentation de mes citoyens, de mes nationaux dans les instances. On ne parle pas du retrait de l'organisation, mais de la suspension de la participation. C'est 2 choses différentes. Je comprends. Voilà, c'est 2 choses différentes. Je ne voudrais juste pas rentrer dans ces précisions techniques-là pour dire suspension. Non, mais il faut le préciser parce que chaque mot en droit a sa signification. C'est important. C'est important de préciser. Je suis juriste. Ça ne serait pas une information si la Guinée se retirait aussi, parce que ce n'est pas la première fois. Donc, laissez-moi aller. Si vous avez besoin de ces précisions techniques, je pourrais vous apporter gratuitement. Mais les auditeurs en ont besoin. Ils en ont besoin. Alors, la suspension, c'est Merci Gianni. La suspension, c'est une manière de dire que, n'est-ce pas, c'est l'interruption des effets d'une convention internationale à un moment donné. Donc, c'est pour dire qu'on se met sur le banc de tous et on observe. Après, à un moment donné, on revient. Donc, c'est possible. Donc, j'ai aimé beaucoup cette partie, cette précision de la part d'Emmanuel. Ça, c'est le premier point. Donc, pour ceux qui pensent, si la présidence de la République de Guinée pense qu'en se retirant donc, de cette convention, elle pourra, comment on appelle cela? En suspendant sa participation. Oui, en suspendant sa participation. J'insiste vraiment là-dessus. Voilà. Je comprends. En suspendant sa participation, donc... C'est un patriote. Il n'y a pas de problème. Mais il faut et surtout c'est un juriste, un enseignant. Il faut comprendre que le nationalisme aujourd'hui, c'est la rase un peu des citoyens. Il faut dire que l'État guinéen, à lui seul, ne peut plus
réaliser ces barrages. Pour la simple raison que le statut du fleuve Sénégal aujourd'hui, c'est un fleuve international. Ce qui veut dire que la Guinée, c'est bien vrai que le fleuve prend sa source en République de Guinée, mais la Guinée seule ne peut pas construire ces barrages-là. Pourquoi? Parce que le statut international voudrait dire quoi? Que désormais, le Sénégal, la Mauritanie, la République de Guinée, n'est-ce pas, le Mali, ont tous un droit, donc le droit de bénéficier donc, des atouts, des ressources notamment qui peuvent être exploitées de ce fleuve-là. Et comme ressources, nous avons par exemple la construction du barrage. Koukou-Tamba qui aujourd'hui, qui est un barrage important, Odilon, en plantant le décor, a évoqué sa capacité énergétique, donc qui est important aujourd'hui. Donc le financement, je reviens sur pour faire une petite précision. Le financement au départ, le barrage, il était financé par l'OMVS. Vous savez que l'OMVS a un projet d'interconnexion aujourd'hui qui quitte la Guinée, qui va relier la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie autant pour moi. Donc ça fait que c'est important que le principe est que de voir cet aspect-là. Ensuite, avant qu'on appelle ce qui a bloqué le financement, il y a la question environnementale. La question environnementale, c'est pourquoi d'ailleurs la Banque mondiale s'était retirée. Donc avant, c'est la Banque mondiale qui avait financé, donc qui était l'institution qui devrait financer le gros bailleur de fonds. Le gros bailleur de fonds. Mais pourquoi la Banque mondiale s'est retirée? La Banque mondiale s'est retirée pour des raisons environnementales. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un parc qui existe. Le barrage va être implanté auprès d'un parc, le parc national du Moyen Bafin, où vous avez donc aujourd'hui, il y a une diversité biologique de ce côté. Donc l'écosystème en question. Donc le barrage ça va prendre un coup. Hein? Voilà, absolument. Donc le barrage risque d'affecter aujourd'hui la vie des chimpanzés qui sont là-bas. Pendant qu'on appelle l'étude d'impact environnemental, il y a qu'on appelle un cabinet d'études qui a analysé l'étude d'impact environnemental et social donc, du projet. Il y a beaucoup de failles. Justement. Donc c'est ce qui a amené la Banque mondiale à se retirer. Et les autres États à sursoir à mettre en stand-by. Voilà. Ce n'est qu'un stand-by. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'objectif de l'homme, ce n'est pas qu'aujourd'hui la production énergétique pour ces États. Il y a également aussi la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, surtout ça. Parce que ça doit être intégré, on parle de développement durable aujourd'hui, l'environnement doit être de l'écosystème. Donc, tout développement durable aujourd'hui, tout développement qui est lié un peu à l'écosystème, c'est mort. Absolument. Pas totalement mort, mais on doit trouver des C'est pourquoi moi j'ai vraiment la curiosité. C'est pourquoi j'ai vraiment la curiosité que le gouvernement guinéen nous explique l'évolution de l'exécution de ce projet-là depuis la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui. Le document qu'il est en train de ça c'est un document. Le document sur je l'ai également, je l'ai lu. Mais après, je veux vraiment que justement le Guinéen ne le savait pas. On ne sait pas. Parce que ça, ce qu'il est en train de dire, ça c'était entre institutions, État, institutions. Le pourquoi exactement, on ne le savait pas. Mais c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Un beau matin, le Guinéen va se lever, on dit la Guinée s'est suspendue de cette organisation. Mais le pourquoi, on ne sait pas. C'est pourquoi qu'il est en train de dire. Non, ça pourrait peut-être être des raisons entre autres. Non, ça pourrait être une raison quand même. D'ailleurs, avant que l'État aujourd'hui, avant que la présidence ne fustise, il faut dire que ce sont les communautés, parce que le barrage va être construit à Tougué. Tougué relève de la région de l'Abbé. Donc aujourd'hui, il y a les communautés qui étaient là-bas aujourd'hui, et qui étaient là-bas à l'époque. C'était levé pour dire que, attention, aujourd'hui, la suspension donc, du financement de ces projets porte aujourd'hui un coup dur, notamment sur leur développement, parce qu'on va les priver donc, de l'électricité et autres là. Ils avaient dénoncé cela. Mais sauf qu'après, ils se sont rendus compte aujourd'hui que même eux, leurs préoccupations n'étaient pas prises en compte. La préoccupation donc des communautés environnantes n'était pas prise en compte dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social. Et c'était l'une des raisons du retrait de la Banque mondiale. L'OMVS également aussi avait suspendu cela. Parce que comme vous avez soulevé une question importante, aujourd'hui, la réalisation des projets, n'importe lequel, aujourd'hui, doit intégrer ce qu'on appelle le principe donc, du respect de l'écosystème, de l'environnement et tout. Donc tout projet aujourd'hui qui n'intègre pas ces principes-là aujourd'hui est un projet voué à l'échec. Vous n'allez trouver aucune banque pour financer cela. Donc, et l'État, je vous le dis encore, je réitère, et j'attire l'attention donc de la présence sur cet aspect. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a un concept qu'on appelle la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. C'est pour dire qu'aujourd'hui, un seul État ne peut pas se permettre de se fier
Donc les ressources en eau, notamment les barrages hydroélectriques. Il y a plusieurs contentieux sur la question, mais on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler, je vous le disais tout à l'heure. Le plus tôt, c'était de rester dans l'organisation et peut-être s'attendre à mener donc une diplomatie. Donc pour toi, il ne fallait pas suspendre, bien entendu. Il fallait quand même attirer l'attention de ses pairs et pour voir les solutions possibles. Oui, c'est ce qui était loisible, mais malheureusement, ils sont passés à la vitesse supérieure, donc en demandant, en faisant le nationalisme de l'arrogance. Oui. Alors que ça ne marche pas, les relations internationales, il faut comprendre aujourd'hui que le nationalisme, c'est la roussole des peuples. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas avec aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre là. D'accord. Moi, je vais juste ajouter quelques propos parce que moi, il y a une intervention du ministre de la coopération même que j'ai aimé, du ministre des Guinéens de l'étranger, Maurice Anda, et il disait qu'on ne négocie pas en position de faiblesse. Et il disait que la diplomatie, ça se gère sous la table, c'est pas tout qu'on affiche au grand écran et tout le reste. Donc ces deux idées me donnent à réfléchir sur certains aspects. Déjà, la suspension, déjà, il faut rappeler que quand il dit qu'on ne négocie pas en position de faiblesse, c'est que quelque part, si les autorités guinéennes ont décidé de suspendre certaines activités, c'est que quelque part, ils ont en tête qu'ils ont les potentialités nécessaires et qu'ils ont quelque chose à faire prévaloir. Ils sont en position de force. Ils ont quelque chose à faire prévaloir. Et c'est même pas. Ils sont en position de faiblesse. Non. Quand c'est pas. Laissez-moi finir. C'est important parce que là, dans le cas est-ce que nous sommes en position de force ou nous sommes en la Guinée n'est pas en position de force. Du moment où la question j'ai posée tout à l'heure, attention. Du moment où ce n'est pas l'organisation qui punit la Guinée. C'est ce que je dis. Et c'est la Guinée qui suspend sa participation. De l'arrogance. C'est de l'arrogance. Pas forcément ce que nous sommes en train de voir. Ce que j'étais en train de vous dire justement, c'est ce que je disais, qu'on ne négocie pas en position de faiblesse. Si quelque part la Guinée suspend sa participation, c'est pas certainement peut-être les raisons évoquées. Vous savez tous que parfois il y a ce qu'on appelle le prétexte. Le prétexte, c'est la raison qu'on évoque aux yeux de tout le monde, mais en interne, on sait quelque part que c'est juste un prétexte. On a certains arguments à faire prévaloir. Aujourd'hui, si la Guinée pense que dans cette instance de décision, elle a quelque chose à faire prévaloir, et qu'elle se prive, elle se retire, je ne dis pas elle se retire, elle suspend plutôt ses activités, elle se retire pour un certain moment, elle décide de se mettre en retrait quelque part, c'est que quelque part le pays, ou bien les dirigeants supposent qu'ils ont des cartes à faire jouer dans l'organisation et c'est pour plus attirer l'attention. Et deuxième partie... J'ai envie de savoir quelle est cette carte. Oui, je vais continuer. La position que nous avons aujourd'hui financièrement, parce que en fait, quand on parle de gestion financièrement... Ne vous limitez pas à la position financière. Non, mais justement... En fait, dans cette organisation, la Guinée a déjà nous avons autant besoin aujourd'hui de ce groupe, de ce barrage, que ces autres pays. Je l'ai dit en entame. Mais n'oubliez pas une chose, aujourd'hui quand on se positionne en tant qu'un État comme l'État guinéen aujourd'hui sur sa position que d'ailleurs au début j'ai dit que ce n'était pas toujours raisonnable, mais on essaye de voir les aspects de la chose. Quelque part, vous savez que dans cette organisation, la Guinée est vraiment stratégique. Quand on parle du Sénégal aujourd'hui, on sait c'est comme la Maloriba Union qu'occupe la Guinée et de par sa position géographique, mais aussi de par son potentiel hydroélectrique ou bien hydrographique. Laissez-moi finir. Laisse-moi finir s'il te plaît. Je ne vais pas arrêter parce que c'est fait. Non, je ne vais pas attention, géopolitique. En matière de géopolitique, tu vas dire que la Guinée est un État pauvre. En matière de géopolitique, mais géopolitiquement, non, la Guinée a une position. En fait, n'oubliez pas une chose, ce qu'on appelle le... Pourquoi vous voyez la position et l'intérêt, vous ne voyez pas l'intérêt? Mais laisse-moi finir. Notre position a toujours été ainsi. Laisse-moi finir, laisse-moi te placer ça. La Guinée aujourd'hui en matière de bauxite, nous sommes quoi? Nous savons, au monde aujourd'hui, nous sommes les premiers. Je suis d'accord. Mais quelle est la position? Quel est l'intérêt aujourd'hui? Kourouma, je suis d'accord avec toi. Je te mets à l'aise. Arrêtez-moi avec cette position qui enfume les yeux des Guinéens depuis l'indépendance. Nous sommes ça, nous sommes ça. Notre position ne profite pas. Ça ne profite pas quand même aux Guinéens. Je suis d'accord. Mais ce qui reste clair, ça ne nous enlève pas le mérite d'être ce qu'on est. C'est ce que je voulais te dire. D'accord. On ne peut pas enlever au zèbre sa zébrure. On peut ne pas l'aimer, mais il garde sa zébrure. Quand vous êtes dans face à un roi, quand même, il devient petit. Non, mais il garde sa zébrure. Ça n'enlève en rien ce qu'il est. Donc, ça n'enlève en rien le potentiel de la Guinée aujourd'hui. C'est une nation qui est dotée de potentialité. Même si je l'ai rappelé au début, le potentiel ne garantit pas la réussite. Encore faut-il que ce potentiel soit transformé. Donc, je rappelle que notre position stratégique, notre position géopolitique nous permet parfois, à un moment donné, de mettre un coup de pression. Et c'est certainement cette attention que les autorités veulent montrer que la Guinée aujourd'hui a son rôle à jouer ou bien la Guinée peut se positionner sur l'échiquier sous-régional. On a des choses à faire. Maintenant, concernant le cas du barrage, c'est le seul cas sur lequel je ne suis pas d'accord parce que Diané l'a rappelé, c'est une raison un peu trop légère.
parce qu'il a rappelé les études d'impact environnemental. Et la plupart du temps, les projets en Guinée ne tiennent pas compte de cela. Ouais. Même le projet Winning Mining Simandou, s'il retarde, c'est quelque part. Parce que quand vous prenez le projet en lui-même, même le chemin de fer dont on nous a vanté le mérite qu'on va construire, il va clairement passer dans plusieurs zones et ça va dégrader l'environnement, la biodiversité. Mais c'est très beau pour un État de draguer sa population, de faire miroiter la population avec ses gros projets. Sans casser des oui, sans casser les œufs. Sauf que quelque part, il faut des aspects environnementaux qu'il faut respecter. Il y a des aspects environnementaux et il faut trouver un moyen de contourner ou bien de réduire. C'est pour ça qu'on parle d'études d'impact environnemental. C'est pour voir ce qu'il en est et trouver éventuellement des solutions possibles, même s'il faut délocaliser ou contourner. Vous avez des pays qui font carrément le contour de certaines zones juste pour une route, parce que quelque part, ils ne veulent pas toucher à la biodiversité qui est stockée quelque part. Donc, c'est bien beau de vouloir aspirer au développement, mais le développement va de pair aussi avec la conservation de nos ressources, et tenir compte de cette biodiversité. Et parfois, on peut contourner le système. C'est pour ça qu'il y a ces études d'impact environnemental. C'est pour permettre l'ouverture d'esprit, demander quelle est la possibilité qu'on peut adapter aujourd'hui. Si le projet tarde, moi je pense que la Guinée, ça ne devait pas être un prétexte de l'arrêter. Il y a des études qui montrent que oui, il y a des aspects à régler. Ce sont ces aspects plutôt sur lesquels il faut réfléchir, les réaménager, les réétudier et voir comment aller. Mais c'est comme quand tu refuses de donner l'argent à un enfant, ton fils, tu lui dis ah, je ne peux pas te donner de l'argent maintenant parce qu'il y a ceci, il y a cela. Si papa est coincé, il a le droit d'être coincé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Trouver des solutions en attendant que papa puisse avoir ce qu'il faut. Je trouve une solution alternative. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions alternatives. C'est pas en tapant tout le temps sur la table. On réfléchit, c'est le concert des nations aujourd'hui. Mais aussi de l'autre côté, on ne connaît pas tous les dessous de table parce qu'on n'est pas dans les secrets des dieux. Il n'y a pas mieux placé que ceux qui sont concernés. Peut-être même qu'on allait tenter d'appeler même M. Amara pour comprendre exactement la position de la Guinée. On allait tenter d'appeler le ministre de l'Environnement, le ministre peut-être de l'hydraulique. On allait tenter quand même d'appeler un membre du gouvernement. Maurice Sanda, par exemple, le ministre Maurice Sanda était bien placé parce que il y a beaucoup de choses qui se disent dans les canaux diplomatiques qui ne peuvent pas être justement exposées au grand public. Surtout qu'on est en train d'apprécier au moins sa diplomatie. Nous en tenir sur ce qui a été donné. Effectivement, c'est pourquoi moi quand même j'ai la curiosité de savoir les jours à venir et les vraies raisons. On va essayer d'appeler peut-être le général, et le général maintenant, général Amara. Des brigades. On va essayer d'appeler peut-être le général Amara un jour. On va essayer de le joindre, on va essayer de comprendre. C'est vrai qu'il n'aime pas la presse, qu'il n'aime pas beaucoup plus se parler. Il n'aime pas la presse, peut-être qu'il n'aime pas intervenir. Mais il n'aime pas intervenir. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas la presse quand même. Qui ne va pas aimer la presse dans ce pays? On les a grandis. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont aux commandes, on les a grandis. Il ne peut pas dire qu'il n'aime pas la presse. Dans un studio qui a vu Amara, il est obligé d'aimer la presse parce qu'il est le porte-parole de la présidente de la République. Normalement, certainement, il nous suit et certainement, il va nous faire l'honneur demain, peut-être de passer ou bien de nous appeler pour essayer de venir expliquer exactement les raisons, ce nationalisme qui a poussé la Guinée à suspendre ses activités au sein de cette organisation. Et puis qu'ils arrêtent tout le temps de rappeler qui nous sommes. Non, justement, dans chaque communiqué, le deuxième argument qu'évoque le gouvernement guinéen, notamment la sous-représentativité aux instances. Moi, quand un État revendique cela, c'est qu'il est quelque part, il doute de lui, quoi. Non, pas forcément parce qu'il doute de lui. Moi, je me dis, jusqu'à preuve du contraire, la Guinée, peut-être par rapport à ses obligations vis-à-vis de l'organisation, est à jour. Donc, c'est pourquoi elle se questionne sur les raisons qui expliqueraient. Je l'ai rappelé au début, la prise du pouvoir après le 5 septembre, je crois que ça a été l'une des priorités du CNRD, s'acquitter des arriérés quand même au sein des institutions internationales. Je crois que le CNRD l'a fait. Et c'est vrai aussi qu'il faut rappeler à ces organisations quelle est la place, le rôle que la Guinée a joué, parce qu'il y a beaucoup, je le disais, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui ont été créées par la Guinée. Par sa force, sous l'ère de la Première République quand même, c'est la Guinée qui a initié beaucoup d'institutions. Mais après, Kourouma, après, si tu ne donnes pas bien après, on va je suis entièrement d'accord. Parfois, il faut se taper la porte, même si je ne suis pas trop d'accord, parce que c'est un faux débat. Et en matière de relations internationales, ces nationalismes-là ne marchent pas. Les nations sont liées que par des intérêts. Et donc, par leur capacité à jouer un rôle important dans l'échiquier. Si on a aujourd'hui la capacité, nos dirigeants proposent des idées, proposent des solutions, ont de la représentativité, ont un certain charisme, ça
facilite quand les on voit choses. l'organisation quand même, peut-être le seul pays devant lequel on peut peut-être avoir un peu Vibrer un peu. vibrer, c'est le Sénégal, mais à part le D'accord, Sénégal. La d'accord. Mauritanie, le Mali. À nous de le Attention, prouver. mais attends, À nous c'est de la le Guinée prouver. aujourd'hui. La Mais Guinée encore était- une fois, non, j'insiste attention, là-dessus, je le dis, bien que la Guinée le a fleuve toujours été Sénégal ce pays- soit érigé en fleuve international, conformément à l'article 1er de cette Et je vous convention-là, rappelle que mais la ce Guinée- fleuve-là tire ses sources dans le Fouta Djallon. La Oui, mais Guinée, ça peut dire aussi, en c'est les autres, 58, avant C'est pas parce que 58, la la source, Guinée elle est a là. été Bloquer un la très bon source. exemple. La Guinée a été ce pays qui a inspiré l'Afrique, la Guinée a été ce pays qui a inspiré le monde, la Guinée a été ce pays qui a mis l'Afrique en marche. Pourquoi? On appelait même le camarade Sékou Touré le plus grand panafricain. On pensait même qu'il allait être le président de l'Union africaine. Et là, on sait Malheureusement. que la Guinée quand même a été à la tête de cette institution continentale. Ceci dit...